le Go Baba, l'as des as, certains m'appellent Zambe. Je suis honoré de me retrouver parmi vous aujourd'hui. À l'entame de cette cérémonie, j'ai fait couler quelques larmes, mais qui sortaient du plus profond de moi-même. Je voudrais qu'ensemble, avant que je ne continue mon propos, nous observions une minute de silence en la mémoire des martyrs du 31 août 2016, en la mémoire de ceux qui sont morts en prison lorsque l'on nous torturait, mais surtout en la mémoire d'un grand homme, un homme qui a tout donné. Sa voix a traversé tous nos fleuves, le Wele, le Tem, la Nyanga, l'Angounier. Je vous demande respectueusement de respecter la mémoire de Maître Fabien Méry. Je vous dis merci. Je me retrouve devant vous ce 10 décembre 2022. Et je n'ai qu'un seul mot qui semble petit, mais qui exprime tout. C'est merci. Merci parce que je vous dois ma vie. Merci parce que sans vous, je ne serai plus de ce monde. Chaque fois que l'un d'entre vous a fait un post ou a liké ou est allé où vous êtes allé pour certains, vous avez fait le tour du monde pour réclamer notre victoire, la victoire du peuple, celle que nous avons offerte à Jean Ping, que je vous demande d'applaudir très fort. Oui, mes frères et sœurs, le président du Gabon, c'est Jean Ping. Le président du Gabon, sans équivoque aucune, c'est Jean Ping, qui lors de l'élection de août 2016 a été plébiscité dans les urnes. Jean Ping a remporté cette élection avec plus de 60%. En Afrique, ça n'existe presque nulle part ailleurs. Cette élection ne souffre d'aucune contestation. Le peuple souverain a voté Jean Ping. Au soir du 31, pour faire court, l'innommable s'est produit. Le QG du candidat devenu président a été sauvagement bombardé. J'étais dans le QG. J'ai vu les morts, des dizaines et des dizaines de Gabonais qui sont tombés ce soir. Nous avons été massacrés, sauvagement massacrés par Ali Bongo Ondimba et ses sbires. C'est suite à ce massacre qu'Ali Bongo Ondimba et ses sbires se sont installés au palais de la présidence de la République du Gabon. Ça, c'est une vérité que personne au monde ne pourra et ne doit jamais remettre en cause. Alors, une fois de plus, Jean Ping, Jean Ping, Jean Ping, que cela soit clair dans l'esprit de tout le monde. J'ai été arrêté le 1er septembre 2016, après la grande nuit de bombardement. Immédiatement, j'ai été menotté, cagoulé, mis dans un pick-up et les coups ont commencé dans le pick-up. J'ai reçu 4 coups de crosse de fusil.
Ils m'ont emmené direction la présidence de la République. Mais un coup de circonstance a fait en sorte que nous n'entrions pas dans la présidence, mais ils m'ont emmené à la DGR. Et à la DGR, ils m'ont mis dans une fosse septique. J'ai été gardé dans une fosse septique pendant 3 jours. Les excréments au niveau de ma poitrine. Et j'ai été donné pour mort. Si vous ne vous êtes pas levé, si le peuple gabonais ne s'était pas levé, l'ambassade des États-Unis et le reste, je serais enseveli dans cette fosse septique. Après la fosse septique, comme le monde entier brusait et vous étiez vent debout, ils m'ont fait sortir de cette fosse septique. J'ai été déféré au tribunal de Libreville le 13 septembre 2016. Arrivé à la prison centrale de Libreville, les tortures ont immédiatement commencé. J'ai été sauvagement torturé 1 mois après mon arrivée à la prison centrale de Libreville. Parce qu'un de nos frères, il faut nommer, et c'est ma particularité, afin que chacun puisse vérifier la véracité de mes propos. Karl Mindoumi Nzamba, alias Kekol, a passé un coup de fil de la prison centrale de Libreville à son frère et ami Frank Ping. Le coup de fil a été intercepté par les services d'écoute de la présidence de la République. Alors, ces services d'écoute ont su et compris qu'il y avait un téléphone en détention. Mais pour la petite histoire, toutes les prisons du monde ont des téléphones, celles de Gros Bouquet également. J'étais un nouveau prisonnier. Karl Minindou l'était encore moins que moi, il ne venait que d'arriver. Le téléphone appartenait à d'anciens bagnards. Ils sont arrivés, les services spéciaux de la présidence de la République, accompagnés du directeur de l'époque et du commandant en chef de l'époque. L'ordre venait de très haut d'Ali Bongo Ondimba. Karl Minindou a été extrait de la cellule. Il a été sauvagement torturé parce qu'il fallait qu'il sorte le téléphone. Mais lui, ne connaissant pas la cachette, quand ils l'ont ramené dans notre cellule où nous nous trouvions, quand j'ai regardé dans les yeux de Karl Mindoumi Nzamba, je n'ai vu que la mort. Et j'ai compris à cet instant que si mon petit frère, qui ne savait pas où se trouvait ce téléphone, retournait avec ces messieurs pour être torturé, il ne reviendrait plus jamais. Je me suis levé. Bertrand Zibaban, ce n'était pas mon téléphone. Je connaissais la cachette. Je suis allé prendre le téléphone. Je l'ai remis aux services spéciaux. C'est ce qu'il ne fallait pas commettre comme erreur. Parce que tous n'avaient Dieu que sur Bertrand Zibi. Alors ils m'ont pris, ils m'ont emmené. J'ai été sauvagement torturé et j'ai perdu connaissance. J'ai été 2 jours dans le coma et j'ai eu une double fracture de la clavicule. J'ai eu une double fracture de la clavicule et je reviens des États-Unis. Mes médecins ont dit que c'était un miracle. Parce que généralement, ce qui se passe quand vous faites un accident de voiture, quand il y a un accident de voiture, votre poitrine cogne le volant. Donc elle se fracasse et vous avalez le sang. Mais moi, je l'ai plutôt expectoré. Donc quand je sors du coma, j'ai des caillots de sang dans la bouche que je rejette. Mais en réalité, c'est Dieu. Ça a été la première torture. Et les autres ont suivi. La prison centrale de Libreville a été construite dans les années 58 pour une capacité de 300 détenus. Et nous en étions à 4000. Imaginez-vous la surpopulation. Suite à cette torture, j'ai été envoyé dans un quartier disciplinaire que l'on appelle le CB. Le CB, c'est le dernier endroit au Gabon, lorsque vous étiez condamné à mort, lorsqu'il y avait des exécutions à Orlando. Donc,
Mwemba, Nedang et Manza, tous ceux qui ont été exécutés au Lando, c'est à cet endroit qu'on vous mettait, après la condamnation à mort, et là-bas, vous ne saviez pas quel temps il faisait. Vous ne connaîtrez plus jamais la lumière du jour. Les murs étaient en béton, comme celui qui est derrière nous, et la dalle pareillement. Le seul habit qui pouvait être porté là-bas, c'était un caleçon ou un slip pour les autres. J'avais un caleçon, je suis resté en caleçon pendant 6 mois. Et vous ne pouviez pas porter un t-shirt parce que la chaleur était caniculaire. Vous portiez un t-shirt, au bout de 10 minutes, vous les sauriez comme s'il était tombé dans notre bouée. Alors tout le monde était en slip, en mieux en caleçon pour moi. J'ai passé 6 mois et 3 jours et j'ai perdu 7 co-détenus. La mort rôdait permanemment autour de nous. Je vous parle des faits, pas des ngons, pas de Chiakomamba, des faits réels qui se déroulent dans notre prison centrale de Libreville. J'ai perdu 30% de ma vue. L'autre particularité est qu'à la prison centrale de Libreville, on torture sous les pieds. Alors on nous tapait souvent sous les pieds. Mais l'autre chose que vous devrez comprendre est que toute la vie, en réalité, part de sous les pieds. Donc, il m'est prédit, peut-être que je ne marcherai plus à partir de maxi 70 ans. Parce que j'ai fait 6 mois sans l'usage de mes pieds. Je n'ai pas marché pendant 3 mois, excusez-moi, 3 mois. Parce que je ne pouvais pas mettre mes pieds au sol. C'était un miracle que je puisse aujourd'hui courir et dandiner. Gloire à Dieu. Après cette première torture et ce passage au CB, ils m'ont sorti, mais pour m'envoyer ailleurs. Et là, ils m'ont envoyé au CA. Le CA, c'est un quartier de la prison centrale qui existe toujours. Si vous avez des parents matons ou prisonniers, posez-leur la question. C'est le quartier où se trouvent les malades mentaux, les fous. Exactement comme ceux que vous voyez déambuler dans nos rues, totalement nus, sans habits, mais fous, qui seraient peut-être même refusés dans un asile psychiatrique. J'y ai vécu 4 ans et 3 mois au CA parmi les fous. Également, toujours torturé. La torture, elle était psychologique, physique, réduite à rien. Et je me suis accroché totalement à une seule chose, Jésus-Christ de Nazareth. J'ai accepté le Christ en prison. J'ai pris mon baptême en prison. Monseigneur Ayo Nestor revient d'un pèlerinage du Vatican. Il dit, il a entendu une voix et qu'il faut qu'il vienne me tenir en baptême. L'abbé Nestor Ayo, Monseigneur, c'est comme ça qu'il vient me tenir en baptême. J'accepte Dieu. Je me mets au catéchisme, je prends la communion, je prends la confirmation et je suis voté par toute la communauté catholique la plus importante de la prison centrale de Libreville, plus de 2000 fidèles, comme étant le doyen des catholiques et le président de la communauté catholique. C'est ce que j'ai été jusqu'à ma sortie de prison. J'ai œuvré et j'ai prié un Dieu juste et il ne m'a pas abandonné. Dieu ne m'a pas abandonné et mes convictions sont restées intactes. 2017, Ali Bongo envoie une première délégation pour me rencontrer en prison, me proposer le poste de ministre. 2018, la même chose se reproduit. 2019, pareillement. Mais sauf que chaque fois que je refusais d'entrer au gouvernement, mes conditions de détention empiraient. Et la mort à la prison centrale de Libreville rôde
permanemment. Souvent, la bonne année, c'est mon frère. Bonne année à Kiba. On a revu le jour, c'est bon. C'est ça la bonne année. 1 an passe, 2 ans passent. Mon frère, Akiba, Dieu nous a fait grâce, on est vivant. 3 ans passent, 4 ans, 5 ans, 6 ans de ma vie. J'ai été lourdement condamné. Une arme a été dissimulée dans mon chantier, retrouvée par des agents des services spéciaux, eux-mêmes qui l'avaient mise. Mes avocats aux États-Unis, ma famille, Maître Moutet du barreau parisien, a écrit au barreau gabonais pour identification de l'arme. Finalement, au tribunal, ce n'était plus la même arme. Ils ont emmené un fusil d'oiseau. Il n'y avait plus la Kalachnikov trouvée chez moi. Il n'y avait plus de balles et il n'y avait plus de chargeur. C'était une arme d'oiseau qui a été présentée à la stupéfaction de tout le peuple gabonais qui était là et des gens qui arrivaient au tribunal depuis 6 heures du matin. Tous ceux qui m'ont incriminé ont chacun tour à tour dit qu'ils ne me reconnaissaient pas, que c'était une mascarade. Ils ont même fait venir un témoin joker qui lui est arrivé avec une Bible et a dit « Le sang de Zibi ne me touchera pas. Vous m'avez promis de l'argent, un poste, reprenez-le, tuez-moi si vous voulez. » À partir de cet instant, la salle s'était levée. Les gens ont dansé, que Zibi sera libre. J'étais à 3 ans de prison. Mais quand le verdict est arrivé, condamné à 6 ans d'emprisonnement ferme et 10 millions d'amende. Il y a eu des évanouis dans la salle, un deuil presque national. Et j'ai purgé l'entièreté de ma peine. J'ai passé jour pour jour 6 ans de ma vie dans des conditions innommables. J'ai payé à la société les 10 millions d'amende. Je verse à Maître Bongo Mavungu chaque mois 1 million de francs sur un mémorandum pour une fausse accusation. Je suis debout grâce à vous. Je ne dois une chose qu'à vous, ma vie, à personne d'autre. À 3 mois de ma libération de prison, après ma condamnation, je suis allé en appel. C'est le droit qui me le donne. En appel, la confirmation a été condamnée, confirmée, condamnée à 6 ans et 10 millions d'amende. Je suis allé en cassation. C'est des Gabonais, poussés par l'Esprit Saint, travaillant au tribunal, qui vont dire à mes avocats, dites à Zibi de retirer la cassation. J'ai refusé de retirer la cassation pendant 1 semaine. Ils sont revenus, ils ont dit attention, plusieurs centaines de millions vont tomber au tribunal. La cassation, à une date précise, jugera Bertrand Zibi et elle l'enverra à un autre tribunal parce que l'objectif est de le maintenir en détention jusqu'en 2023 et après 2023. Dites à Zibi de retirer la cassation. C'est une question de vie ou de mort. Nous, magistrats, ne voulons pas porter ce fardeau. Il est trop lourd pour nous dorénavant. Trop lourd pour nous. C'est ainsi que j'ai retiré la cassation. Et même là, pour la retirer, ça a été un chemin de croix. Mais nous l'avons quand même retiré. Donc, à partir de cet instant où la cassation a été retirée, plus rien ne me retenait. Parce que la cassation, c'est le condamné lui-même qui la demande. S'il la retire, le tribunal fait un jugement de référé et une ordonnance est donnée. C'est cette ordonnance qui m'a été donnée, que RFI a publiée. Vous pouvez la retrouver sur Internet. Elle existe. Je suis donc sorti de la cassation. À 3 mois de ma sortie de prison, il n'avait plus rien contre moi.
Et Ali Bongo Ondimba a envoyé le général Brice Oligui. Le général Brice Oligui est arrivé à la prison centrale de Libreville avec toute son escorte de GPA, armé jusqu'aux dents. J'ai été extrait de ma cellule par le directeur de la prison centrale de Libreville. Nous sommes allés rencontrer le général Oligui dans le bureau du commandant en chef de la sécurité pénitentiaire, Fayon Germain. Et la discussion s'est passée dans son bureau. De quoi était-il question? Parce que vous devez le savoir, c'est l'histoire de votre pays. Afin que nul ne l'ignore et que les gens n'inventent pas une histoire. D'où ma particularité, donner les noms, les événements, afin que tout le monde, à la place publique, nous venions débattre. Le général Oligui est venu me proposer, de la part d'Ali Bongo Ondimba, le poste de vice-président de la République du Gabon. Voilà ce qui m'a été proposé. Et en sus, on m'indemnisait les 6 ans passés en prison. Je l'ai religieusement écouté. Pendant 3 heures, le déroulé même de la cérémonie d'investiture de ma vice-présidence de la République. Et après, il s'est agi d'écrire une lettre de remerciement et de pardon à Ali Bongo. Et tout a dérapé. À partir de cet instant, mon sang n'a fait qu'un tour. Et j'ai dit au général Oligui ce que je pensais. Que je n'écrirai jamais cette lettre et je ne demanderai jamais pardon. Le lendemain, mon avocat a été convoqué au palais, Maître G, Henri G. Les discussions ont continué et il fallait que j'accepte. Et quand j'ai compris que les taux se resserraient autour de moi, que je ne sortirais peut-être plus vivant de cette prison, j'ai fait venir ma mère qui m'a mise au monde, qui a été souvent ici avec vous au Trocadéro. J'ai fait venir mon premier fils. Je leur ai dit, je ne vous reverrai peut-être plus jamais. Je n'aurai peut-être plus la chance de voir Bob le Fou. J'ai entendu parler, je ne connaissais pas Mazan. Koza, je ne sais même pas qui il est. C'est lui, Koza, voilà. C'est les noms que je connais. Mazan je ne parle plus de lui. Lui et moi, on a des forêts en commun. Sipi est mon frère d'enfance. Nous avons grandi ensemble et tous ces visages radieux. J'ai compris que l'heure de ma mort avait sonné. Je suis catholique pratiquant. Je prie tous les jours, 5 heures de prière. J'ai fait les vêpres, les comprises, la messe, les psaumes. J'ai dit la messe et le rosaire. Et c'est en faisant le rosaire un vendredi qu'arrivé au mystère douloureux, Jésus porte la croix, je n'arrivais plus à rien faire. Et une voix m'a dit, va prendre un papier, il faut écrire. Et j'ai écrit mon testament. J'ai écrit mon testament que vous avez certainement lu, que vous avez certainement reçu dans tous les réseaux sociaux. C'était ma part de vérité. Que s'il m'arrivait quelque chose, que vous le dites à mes enfants. Mon histoire est celle du peuple gabonais. Mon histoire est la vôtre. Depuis 2016, vous êtes vent debout. Sous cet hiver, vous êtes debout. Quand le soleil est au zénith, le peuple gabonais est debout. Parce que nous revendiquons notre victoire. Nous avons voté Jean-Guy. J'ai souffert dans ma chair. Je refuse. Et lorsque je suis sorti de prison, je me suis retourné, ils m'ont sorti de prison à 4 heures du matin. Parce qu'ils avaient peur de votre mobilisation. Peut-être ce jour, tout Libreville devait être là, ou la moitié. Et ils ont eu peur. Parce que quelque chose, ce jour, pouvait certainement se passer. Et on m'a sorti de prison à 4 heures du matin. Et lorsque j'ai regardé pour la dernière fois le portail de la prison centrale, où je venais de passer 6 ans de ma vie, 6 ans de torture, j'ai refusé de porter la haine.
C'est un trop lourd fardeau pour mes épaules. J'ai refusé de porter une quelconque vengeance. J'ai refusé la rancune. J'ai prôné l'amour. J'ai eu la chance dans ma vie de rencontrer Nelson Mandela à 3 reprises. La dernière fois que je l'ai reçu, qu'il m'a reçu, il m'a offert sa Bible. Il m'a dédicacé sa Bible. Je suis plein d'amour. Le 4e chapelet de notre hymne national que nous venons d'entendre nous interdit la haine. La haine est un trop lourd fardeau. La plus grosse maladie dont souffre Ali Bongo Ondimba, ce n'est pas l'AVC, c'est la haine, c'est la colère. Son cœur est noir. Et quand ton cœur est noir, le reste de ta vie n'est que zéro. Il roule dans les plus belles voitures, dans les plus beaux palais. Nous sommes à Paris, il a les plus beaux hôtels particuliers et les plus belles maisons. Mais il est zéro, parce que son cœur est foncièrement noir. Et quand ton cœur est noir, tu es